Alors, dans cette vidéo, un petit point sur les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Alors, comme vous pouvez le constater, les formules sont assez horribles. Donc, première remarque, c'est hors de question de les apprendre par cœur. Vous les mettez dans un coin de la calculatrice et c'est terminé. Même mieux, vous faites un programme qui vous calcule l'intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance. Bon, ça c'est entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Alors, si vous avez la formule dans votre calculatrice, si vous êtes entraîné à les calculer, tout devrait bien se passer, mais il y a quand même des repères à avoir et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors, et le principal repère que vous avez en fait, c'est que qu'on vous demande de calculer l'intervalle de fluctuation ou qu'on vous demande de calculer l'intervalle de confiance, de toute façon, vous avez trois nombres qui interviennent dans ces situations, qui sont P, F et N, et qui sont toujours notés P, F et N et jamais différemment. Donc déjà, savoir ça, ça aide. Bien. Alors, c'est quoi P? Eh bien, c'est la probabilité théorique ou la fréquence dans la population générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, j'ai un dé et je me demande s'il est truqué. Donc je vais le lancer un certain nombre de fois, puis je vais voir combien de fois je vais obtenir 6. Puis si j'obtiens trop souvent 6, je vais dire qu'il est truqué. Si j'obtiens pas assez souvent, enfin si j'obtiens le bon nombre de fois 6, je vais dire qu'il n'est pas truqué. Bon, donc là, à ce moment-là, la probabilité théorique, la probabilité théorique d'obtenir 6, eh bien c'est 1/6. À ce moment-là, petit p, ce sera 1/6. Bon, maintenant, prenons une autre situation. Une autre situation, c'est par exemple, vous avez des élections, mettons que vous avez 50 000 électeurs inscrits, et mettons que vous faites un sondage sur 100 personnes. Parce qu'un sondage sur les 50 000, ce serait difficile de joindre tout le monde, et ce serait extrêmement cher. Bon, eh bien à ce moment-là, on va dire que la proportion de gens qui veulent voter pour le candidat A, eh bien c'est P, parce que c'est la fréquence dans la population générale. Voilà. Alors que la fréquence dans l'échantillon, c'est F. Alors vous pouvez me dire, bon d'accord, j'ai compris, quand c'est des électeurs, s'il y a un sondage sur 100 personnes, F ce sera la fréquence sur les 100 personnes, c'est-à-dire que si il y en a 60 qui disent je veux voter A, eh bien ça veut dire que F ce sera 60 divisé par 100. Je vous rappelle la formule pour la fréquence. La fréquence c'est effectif divisé par effectif total. Donc il ne faut pas avoir oublié cette formule. Peut-être votre prof vous la rappellera pas. Mais voilà. Donc la fréquence dans l'échantillon, ça va. Mais là, vous pouvez me dire, ah oui, mais si c'est le dé, c'est quoi? Si c'est le dé, je vais faire 100 lancer le dé, puis je vais compter le nombre de 6 que j'aurai. Et voilà. Et la fréquence dans l'échantillon, c'est le nombre de 6 obtenus divisé par 100. Toujours la même formule, effectif sur effectif total. Voilà. Donc, surtout, ne pas confondre la probabilité théorique ou la fréquence dans la population générale P et la fréquence dans l'échantillon F. Donc, le principal danger est de confondre P et F. Donc, si vous retenez bien que P c'est pour la population générale, F c'est pour l'échantillon, ça ira bien. Voilà. Ensuite, la taille de l'échantillon, N, en général, il n'y a pas d'erreur là-dessus, ça veut dire que si je fais mon sondage sur 100 personnes, eh bien j'aurai N égale 100. Si je fais mon sondage sur 150 personnes, eh bien j'aurai N égale 150. Voilà. Et alors après, donc, vous avez les formules. Tac, tac, tac. Alors, vous avez trois formules. Alors, celles qui sont tombées au bac l'année dernière, c'est celle-là et celle-là. Celle-là, ils ne l'ont pas utilisée. Elle est quand même au programme. Bon. Et en fait, c'est plus celle-là que celle-là. L'intervalle de fluctuation est tombé plus souvent. Alors très bien, donc maintenant je vous explique un petit peu ça. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est cette formule-là. On ne vous demande absolument pas de comprendre quoi que ce soit. On vous demande juste d'appliquer. Et ça prendrait des heures pour un résultat nul, puisque de toute façon, vous allez la mettre dans un coin de la calculette, et puis c'est tout. Après, il faut juste que vous, quand vous calculiez ces nombres, celui-là et celui-là, vous ne vous trompiez pas dans les parenthèses. Soit en passant, justement, donc là, en fait, dans tous les manuels, c'est écrit racine de P fois 1 moins P sur racine de N, mais enfin, racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B. Donc moi, j'ai préféré vous mettre une seule racine, justement, pour que au niveau de la gestion de la calculette, il n'y ait pas trop d'erreurs. Souvent, moi, je vois des erreurs de parenthèses chez mes élèves au début du travail sur cette formule. Bien. Deuxième remarque. En fait, pour pouvoir appliquer cette formule, il y a des précautions à prendre, il y a trois conditions à vérifier, n supérieur à 30, np supérieur à 5, n fois 1 moins p supérieur à 5.
apprenez ces conditions si vous voulez, mettez-les plutôt dans un coin de la calculatrice. De toute façon, l'année dernière, ils ne vous ont pas embêté avec ça. Ils demandaient de calculer l'intervalle de fluctuation, donc on attendait de vous que vous calculez l'intervalle de fluctuation et pas que vous passiez 3-4 lignes à préciser que ben oui, les conditions sont réunies. Si on vous demande de le calculer, forcément que les conditions sont réunies, sinon on ne vous le demanderait pas. Bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Voilà. Donc, alors, ça c'est une formule comme vous en connaissez plein d'autres, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Par contre, je reviens là-dessus. Parce que dans cette formule-là, bon, P, d'accord, on sait ce que c'est la probabilité théorique ou la fréquence dans la population générale, N, c'est la taille de l'échantillon, parfait, parfait, mais le U alpha, c'est quoi? Bon, eh bien, je vous ai mis une formule pour U alpha. Et celle-là, elle n'est pas dans les manuels, mais elle est parfaite, elle est très pratique, et c'est ça qu'il faut faire, et rien d'autre. Hein. Donc, si on vous demande, oui, alors par contre, celle-là, c'est au seuil de 95%, celle-là, c'est pour des seuils qui ne sont pas 95%. Donc si on vous demande au seuil de 90%, ou enfin quelque chose qui n'est pas 95%, vous serez obligé de calculer le U alpha. Bon, eh bien, vous faites cette formule. Donc si vous avez une Casio, vous faites 1 norme CD de 1 moins alpha sur 2. Et si vous êtes sur TI, vous faites frac normal de 1 moins alpha sur 2. Voilà. Hein. Alors, vous pouvez me dire, pourquoi ceci? Bon, bien, première remarque, en fait, il y a des vidéos où je parle déjà de 1 norme CD, de frac normal, mais je mets, ici, si vous avez une Casio, je mets un nombre virgule sigma virgule mu, et puis avec la TI, c'est virgule mu virgule sigma. Et bien, en fait, là, j'aurais pu mettre, avec la Casio, si j'arrive à effacer, donc, j'aurais pu mettre virgule sigma qui vaut 1, virgule mu qui vaut 0, et ici, avec la TI, j'aurais pu mettre virgule 0, virgule 1. Parce que, en fait, ce qui est derrière, c'est la loi normale centrée réduite. Et pourquoi la loi normale centrée réduite? Alors là, je ne vais pas m'embarquer dans ce genre d'explication. Ce n'est pas du tout au programme de terminale de savoir ça. Hein. Donc on va pas le faire, on ne va pas en parler pendant des heures pour rien. Simplement, sachez que, alors, première remarque, dans toutes ces histoires, vous avez le seuil, et vous avez l'erreur ou le risque. Si le seuil c'est 95%, le risque c'est 5%. Voilà. Si le seuil c'est 90%, le risque c'est 10%. Donc vous devez savoir que le seuil et le risque, ben, c'est complémentaire. Hein. Enfin, la somme doit faire 1, donc 100%. Vous devez le savoir, même si vous ne savez pas à quoi correspond le seuil et à quoi correspond le risque. Votre prof va sans doute vous l'expliquer, mais sans doute que vous ne comprendrez pas, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas. C'est pas dans l'esprit du programme, enfin, c'est pas au programme de savoir exactement ce qui est derrière. En fait, le programme vous demande juste de savoir calculer le risque si on vous donne le seuil. Voilà, donc vous devez simplement savoir que si le risque c'est 10%, le seuil c'est 90%. On vous demande juste ça. Hein, on ne vous demandera rien d'autre. Bon. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première remarque. Et donc, si mon risque c'est 10%, mon seuil est 90%, je dois calculer le U alpha. Comment faire? Et pourquoi c'est cette formule? Donc, en fait, comment faire? Comment faire, vous avez la formule. Très bien. Et pourquoi c'est cette formule? Eh bien, en fait, derrière, c'est la loi normale centrée réduite, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, finalement, on veut avoir une grosse chance de ne pas se tromper et une petite chance de se tromper. Donc par exemple, au seuil de 95%, le risque doit être 5%, et en fait ça correspond à dire, je vais enlever 2,5% ici, et je vais enlever 2,5% là. Voilà. Et du coup, eh bien, je dois trouver, le U alpha c'est ce nombre-là, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai moins U alpha, ici, j'ai U alpha. Et l'air qui est ici, que je vais mettre en hachure horizontale, cet air-là, vaut 0,95. Donc en fait, c'est mon seuil. Et alors que le risque, c'est ce que j'élimine. Voilà. Hein. Donc je vais avoir 95% entre moins U alpha et U alpha. Et bien, que vaut U alpha? Eh bien, c'est
je sais que la probabilité avant U alpha, ça doit faire 2,5% plus 95%, donc ça doit faire 97,5% ou, si vous voulez, 0,975. Voilà. Et ça, le 0,975 correspond à ce que je vais hachérer en orange. Voilà, c'est-à-dire ce petit morceau plus ce gros morceau. Voilà. Et du coup, eh bien, un norme CD ou frac normal me calcule le nombre pour que la probabilité en amont, à gauche, soit ce que je lui ai demandé. Donc si je fais frac normal de 0,975 ou un norme CD de 0,975, il va me trouver le nombre qui est là pour que la probabilité avant ce soit 0,975. Voilà. Hein. Donc, faites-le. Maintenant, ce que vous devez trouver précisément avec le 0,975, hein, c'est le 1,96. Donc, allons-y. Quand je fais un norme CD de... alors là, si mon alpha c'est 0,05, donc le 1 moins alpha sur 2 vaut 0,975. Et à ce moment-là, donc je fais ça, un norme CD de 0,975,1,0, ou alors je mets rien, hein, juste ça, ça me donnera le même résultat. Et la calculatrice doit m'afficher 1,96. Enfin, il y a d'autres nombres, hein, mais à peu près ça. Voilà. Donc, en fait, cette histoire, pourquoi le U alpha il se calcule comme ça, c'est parce qu'en fait, on élimine, en fait, le risque doit être de alpha, mais donc on élimine alpha sur 2 à droite, on élimine alpha sur 2 à gauche, et comme ça, la probabilité de ne pas être là vaut alpha. Hein. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais je ne comprends rien, pourquoi la probabilité de ne pas être là, ça doit être alpha, mais je ne peux pas vous expliquer plus. Hein. Vous rentrez vraiment dans les détails, c'est pas possible parce que ça prendrait des heures pour rien, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais simplement, je vous explique un petit peu pourquoi c'est ça. Donc, voilà. Donc, si le U alpha vous pose problème, je le répète, mais vous utilisez juste cette formule. L'explication que je vous ai, la demi-explication, le semblant d'explication, mais difficilement compréhensible que je viens de vous faire, c'est pas au programme, mais c'est juste pour faire le lien avec la loi normale, si vous voulez. Bon. Mais vous appliquez ça, et surtout cette formule doit être dans votre calculatrice. Voilà. Hein. Ça, vous êtes tranquille. Alors, je répète que ça n'est pas tombé l'année dernière. Hein. Il y a des chances que ça ne tombe pas également cette année, parce que le U alpha, ça passe pas trop. Hein. En plus, ceux qui font les sujets savent bien que ça, c'est des trucs qu'on fait en fin d'année, donc voilà. Hein. Donc, peut-être pas. Mais si vous voulez être tranquille à 100%, parce que de toute façon, ça tombera bien un jour ou un autre quand même, hein. Ça tombera rarement, ça c'est sûr, mais ça tombera bien un jour ou un autre. Vous mettez ça dans votre calculatrice. Hein. Donc voilà, donc retenez, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'il y a P, il y a F et N, vous devez absolument connaître la signification de ces trois-là et surtout pas confondre ces deux-là. Et vous devez savoir aussi que éventuellement vous pouvez tomber sur le U alpha, que le U alpha à ce moment-là, on le calcule comme ça, sans réfléchir. Voilà. Hein. Et vous vous entraînez avec, donc si vous avez une Casio, vous faites un norme CD de 0,975, vous pouvez mettre 0,1, vous pouvez fermer la parenthèse directement, et vous devez trouver ça. Donc faites-le, mettez la vidéo sur pause, appuyez sur les touches, vous devez trouver ça. Et si vous avez une TI, c'est frac normal alors 1 moins alpha sur 2 en général, où alpha est le risque, et cas particulier si c'est à 95%, donc ça fait le 1 moins alpha sur 2 vaut 0,975, vous pouvez vous amuser à le calculer, et vous devez trouver 1,96. Voilà. Donc voilà, donc surtout entraînez-vous à calculer, en fait, entraînez-vous et d'une à bien situer ces trois nombres, et de deux à calculer ça et à calculer ça, parce qu'il y a des soucis de parenthèse, mais mieux faites un programme qui les calcule à votre place. Puis voilà, s'il y a le U alpha, vous mettez ça dans un coin de la calculer. Bon, ok. Autre chose, vous pouvez me dire,
intervalle de fluctuation, intervalle de confiance, oui, mais quand est-ce qu'il faut calculer l'un, quand est-ce qu'il faut calculer l'autre? C'est très simple. Si on vous donne P et N, ça veut dire qu'il faudra calculer l'intervalle de fluctuation. Si on vous donne F et N, ça voudra dire qu'il faudra calculer l'intervalle de confiance. Vous allez me dire, si on me donne les trois, eh bien si on vous donne à la fois F, P et N, ces trois-là, on vous dira calculer l'intervalle de fluctuation ou on vous dira calculer l'intervalle de confiance. On ne va pas vous dire, en tout cas je ne l'ai jamais vu, enfin c'est pas tombé au bac 2013, hein, j'ai lu tous les sujets et il n'y a jamais eu calculer un intervalle mais on ne vous dit pas si c'est fluctuation ou confiance, débrouillez-vous. Il n'y a jamais eu ça. Donc voilà. Hein. Le principal danger, c'est de confondre ces deux-là et de s'embrouiller dans les parenthèses au niveau du calcul ou de ne pas connaître la formule. Donc évidemment, il faut la mettre dans la calculatrice. Voilà. Donc maintenant, on va voir les sujets de bac. Alors, premier exemple, Métropole, septembre 2013, exercice 3, question 2. Alors, j'ai résumé l'énoncé ici, mais je vous le lis tel qu'il était. Alors, on estime que la machine A est convenablement réglée si 90% des pièces qu'elle fabrique sont conformes. Donc bien sûr, dès que je vois un chiffre, moi sur mon brouillon, je le note, ou alors sinon je l'entoure, je le stabilote, voilà. 90% doivent être conformes. Donc, très bien. On décide de contrôler cette machine en examinant n pièces choisies au hasard, entre parenthèses n entiers naturels, dans la production de la machine A. On assimile ces n tirages à des tirages successifs indépendants et avec remise. On note xn le nombre de pièces qui sont conformes dans l'échantillon de n pièces et fn égale xn sur n la proportion correspondante. Petit a, justifier que la variable aléatoire xn suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Bon. Première remarque, la phrase on note xn le nombre de pièces qui sont conformes dans l'échantillon de n pièces et fn égale xn sur n la proportion correspondante. Enfin, en général, ça ne vous parle pas. Eh bien, considérez que c'est du charabia, de toute façon, c'est parfaitement inutile. Vous allez voir que je ne vais pas du tout utiliser cette phrase dans la résolution. Donc voilà, donc je ne vais même pas vous expliquer, enfin, c'est le genre de truc qui ne sert à rien. Parce que c'est censé vous aider, mais ça n'aide pas. Enfin, voilà. Des phrases comme ça, il y en a pas mal. Hein. On commence à être habitué. Alors, justifier que la variable aléatoire xn suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Ça, c'est une question relativement classique. Que ce soit dans l'ancien ou dans le nouveau programme, dans la loi binomiale. Bon, mais là, en fait, la question 2 porte plutôt sur les intervalles de fluctuation, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi, puisque c'est le sujet de la vidéo, mais là, il y a un petit peu de loi binomiale, ou je sais pas, une petite fantaisie qui leur a pris comme ça. Voilà. Mais moi, je répète toujours à mes élèves, mais pour justifier que c'est une loi binomiale, c'est très simple. Dans l'énoncé, il y a écrit soit indépendant, soit avec remise. Et vous mettez ça. Donc, si dans l'énoncé, il y a écrit les tirages sont indépendants, vous mettez sur votre copie les tirages sont indépendants, donc c'est une loi binomiale. S'il y a écrit c'est un tirage avec remise, sur votre copie, vous mettez c'est un tirage avec remise, donc c'est une loi binomiale. Là, vous avez les deux à la fois. Donc voilà. Hein. Sur ma copie, qu'est-ce que je mets? Pour justifier que c'est une loi binomiale, eh bien, je vais mettre simplement que c'est des tirages indépendants et avec remise. C'est ça que vous voulez voir sur la copie. Donc petit a, les tirages sont indépendants. Et avec remise. Donc, xn suit une loi binomiale. Voilà. Puisqu'on me demande de préciser les paramètres, je vais les mettre. Donc, deux paramètres. Alors, dans une loi binomiale, les paramètres, il y en a toujours deux, c'est n et p. Donc, n égale et p égale. Bon. Alors, xn, c'est quoi? C'est le nombre de pièces conformes. Bon. Donc, déjà le paramètre n, en fait c'est n. Donc je ne vais pas mettre n égale n. Je vais laisser sous la forme n. Parce qu'on a bien dit qu'il y a n pièces, mais quand il y a n tirages, le paramètre c'est n. Donc puisque là il n'est pas précisé, si vous voulez, après dans le petit b, on précise n égale 150, donc on prendra 150. Mais là dans le petit a on ne précise pas n, je garde n. Donc en fait, vous pouvez toujours vous dire, là on attendait un nombre, non.
Et, ben non. Et P, alors P c'est quoi? Ben, P c'est la probabilité de succès. Donc Xn c'est le nombre de pièces conformes. Donc P c'est la probabilité de succès, mais quand on compte les conformes, donc c'est la probabilité d'être conforme. Bon. Eh bien, en fait, je vois bien que le seul nombre qui est dans l'énoncé, c'est 90%. Hein. Alors là, vous pouvez avoir le doute, parce que ces 90% doivent être conformes. C'est pas écrit 90% sont conformes. Ah oui. Donc là, franchement, l'énoncé était ambigu et pas bien goupillé, parce que, en fait, donc P c'est bien 90 divisé par 100, donc 0,9. Hein. Ne mettez pas sous forme de pourcentage. Hein. Une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. Les pourcentages, c'est parce que ça parle plus aux gens, mais quand on fait des maths, on ne fait pas de pourcentage. Voilà. Donc oui, moi je maintiens que l'énoncé était un peu nul sur ce point-là, puisque en fait, la vérité c'est que Xn suit la loi binomiale des paramètres n et p égale 0,9 à condition que 90% des pièces sont conformes. Mais justement, on n'en est pas sûr. Donc voilà, donc là, bon bah, mais c'est ça qu'ils veulent voir écrit, donc c'est ça que j'écris, hein, mais en fait, c'est pas correct. Si on est rigoureux, c'est pas correct. Voilà. Petit b. Alors, donc j'ai mis la question là, mais je vous la lis telle qu'elle était dans l'énoncé. Petit b, dans cette question, on prend n égale 150. Donc évidemment, je retiens ça, n égale 150. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique i au seuil de 95% de la variable aléatoire f150. Bon, là, je me dis, ouf, c'est 95%, parce que si c'est pas 95%, ça veut dire qu'il y a de l'U-alpha à calculer. Voilà, il n'y a pas de U-alpha, enfin, en fait, c'est le 1,96 qui est dans la formule. Enfin bon, ça, c'est juste une remarque. Ne vous laissez pas impressionner. Dans l'énoncé, c'est déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique I au seuil de 95% de la variable aléatoire F150. Le F150, moi ça ne parle pas à mes élèves. Hein. Donc, on s'en moque. Nous, on va calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. De toute façon, c'est ça qu'il fallait faire. Bon, alors, IF égale, là j'utilise la formule du cours. Hein. Donc, je vous la remets. Quand c'est à 95%, la formule c'est P moins 1,96 racine de P1 moins P sur N. P plus 1,96 racine de P1 moins P sur N. Voilà, dans les manuels, ils mettent deux racines, mais racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B. Donc moi, je préfère en mettre qu'une parce que c'est plus simple pour la calculette. Bon, ben, P, c'est 0,9. N, c'est 150. Donc là, je peux mettre N égale 150 sur ma copie. Donc 0,9 moins 1,96 racine de 0,9. Alors 1 moins 0,9, ben 1 moins 0,9 ça fait 0,1, donc je vais plutôt mettre ça comme ça. Sur N, donc sur 150. 0,9 plus 1,96 racine de 0,9 fois 0,1 sur 150. Puis là, ça ne va pas tomber juste, hein, donc hop. Alors, est-ce qu'il précise non, déterminer l'intervalle. Pas de précision. Bon, ben, on va voir, hein, on va peut-être mettre genre 3 chiffres après la virgule et puis ça ira bien. Hein. Alors, donc je prends ma calculatrice. 0,9 moins 1,96. J'ouvre ma racine. Voilà. Et là, je mets 0,9 fois 0,1 divisé par 150. 0,9 fois 0,1 divisé par 150. Je n'ai pas besoin de mettre d'autres parenthèses. Là, je ferme la parenthèse de ma racine. J'appuie sur Entrée et j'ai 0,851,99,0001. Bon, j'ai dit 3 chiffres après la virgule, là, il est 0,852. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant, pour l'autre, eh bien, je ne retape pas tout.
Si j'ai une Casio, j'ai plus qu'à appuyer sur la flèche et je mets un plus à la place du moins. Comme j'ai une TI, je fais Shift précédent. Et là, je me balade. Je mets un plus à la place du moins. Toc, et 0,948. Bon, ça tombe pas juste, mais à 3 chiffres après la virgule. Et puis après, il y a 2 ou 3 zéros, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et voilà, donc là, calculer l'intervalle de fluctuation, c'est terminé. Hein. Donc j'applique le plus bêtement du monde cette formule complètement immonde, et c'est tout. Voilà. Et enfin, question C, un test qualité permet de dénombrer 21 pièces non conformes sur un échantillon de 150 pièces produites. Cela remet-il en cause le réglage de la machine, justifie la réponse. Alors, d'abord, je dois commencer par un petit point de cours. C'est quoi la règle de décision? Bon, bien ça c'est dans le manuel, mais la règle de décision est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, quand on calcule l'intervalle de fluctuation, on a la propriété suivante, c'est que la fréquence de l'échantillon, elle appartient à l'intervalle de fluctuation avec une probabilité de 95%. En fait, c'est ça le fameux seuil de 95%. Donc 0,95. Voilà. Donc, si la fréquence de l'échantillon appartient à l'intervalle de fluctuation, je dis que l'échantillon est conforme. L'échantillon est conforme. Et donc je valide l'hypothèse comme quoi ma machine est bien réglée. Effectivement, ça peut être vrai que 90% des pièces sont conformes. On valide. On dit tout va bien. En gros, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un dé, je me demande s'il est truqué ou pas, je fais 100 lancers, je calcule l'intervalle de fluctuation pour les 100 lancers, et si la fréquence observée, c'est-à-dire je compte le nombre de 6, si la fréquence de 6, elle est dans l'intervalle de fluctuation, celle que j'observe, elle est dans l'intervalle de fluctuation, je dis, bon bah, mon dé est sans doute pas truqué. Si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, je dis, mon dé est truqué. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, si la fréquence de l'échantillon est dans l'intervalle de fluctuation, l'échantillon est conforme, on valide. Si la fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, l'échantillon n'est pas conforme, on ne valide pas, c'est-à-dire que par exemple, si c'est un dé, on va dire qu'il est truqué, si c'est une machine, on va dire qu'elle n'est pas bien réglée, parce que si elle était bien réglée, il y aurait 90% des pièces qui sont conformes, là on se dit, ben non, c'est pas vrai. Donc on ne valide pas. Voilà. Alors, donc, la question qui se pose ici, donc ça c'est la règle générale de décision qu'il faut connaître. Voilà. Donc, dans mon topo de cours, je ne l'ai pas mis cette règle de décision, parce que, en fait, je me suis dit, bon, bah, je me concentre sur la formule et la règle de décision, je la verrai dans les sujets. Mais considérez que ça, c'est du cours. Hein, ce que je mets en vert, c'est du cours. Voilà. Hein. Donc, sauf que comme il n'y a pas de formule à retenir, c'est pour ça que voilà, il faut savoir ça. Alors, ici, la fréquence observée. Alors, 21 pièces sont conformes sur un échantillon de 150 pièces. Voilà, et on me demande si la machine est bien réglée. Donc l'hypothèse, c'est que la machine est réglée, donc soit on va la valider, soit on ne va pas la valider. Si la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation, je valide, je dis que la machine est bien réglée. Si la fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, je ne valide pas, je dis que la machine n'est pas bien réglée. Donc ici, il faut que je calcule la fréquence observée. Donc je calcule F. Alors ça aussi, c'est une formule. Bon, c'est une formule normalement qu'on voit en 5e, mais vous avez pu ne pas la pratiquer pendant des années, donc vous avez le droit de l'avoir oublié. C'est-à-dire la fréquence, c'est l'effectif divisé par effectif total. Voilà. On n'est pas terrible ce marqueur.
effectif divisé par effectif total. Donc ça, il faut aussi la connaître. Donc j'applique ma formule pour le calcul de la fréquence. Alors la fréquence observée, donc effectif divisé par effectif total. Alors attention, on me dit 21 pièces sont non conformes sur 150. Oui, mais mon grand X, c'est le nombre de pièces conformes, ce n'est pas le nombre de pièces non conformes. Donc l'effectif total, c'est bien 150, il n'y a pas de problème, mais les pièces conformes, c'est pas 21, justement. C'est les autres, donc c'est 150 moins 21, parce qu'il y a 21 qui sont non conformes, ça veut dire que le nombre de conformes, c'est 150 moins 21. Donc, voilà. Et je trouve, alors, à la calculatrice, donc je fais 150 moins 21, je trouve 129, et je divise par 150, ça fait 0,86. C'est une valeur exacte. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça appartient à l'intervalle de fluctuation? Eh bien, mon intervalle de fluctuation, il est là. C'est 0,852, 0,948. Ben, 0,86, il est bien dedans. Donc, c'est bien l'intervalle de fluctuation. Du coup, qu'est-ce que je mets sur ma copie? Bon, bah, la règle, c'est très clair, c'est on valide. Donc, on valide l'hypothèse que la machine est bien réglée. Donc, on considère que la machine est bien réglée. Alors comment je rédige ça? Il y a mille et une façons de rédiger ça. Hein. Je peux mettre a priori la machine est bien réglée ou on valide l'hypothèse. Et l'hypothèse, ça consiste à dire que la machine est bien réglée. Donc je vais mettre ça. On valide l'hypothèse. Consistant à affirmer que la machine est bien réglée. Je relis parce que ce n'est pas forcément lisible. On valide l'hypothèse consistant à affirmer que la machine est bien réglée. Voilà. Donc, là, ça termine l'exercice. Alors, vous pouvez remarquer que ça n'est pas très difficile, que les calculs sont plutôt... Enfin, vous pouvez avoir des erreurs de parenthèse, mais enfin, à part ça, c'est pas très compliqué. Par contre, ce qui vous stresse, c'est la façon dont les choses sont formulées, la façon dont les choses sont dites. C'est-à-dire que, franchement, des phrases comme... c'est-à-dire la notation F150, donc voilà, on note xn le nombre de pièces qui sont conformes à l'échantillon de n pièces et fn égale xn sur n la proportion correspondante. Ça, en général, vous n'aimez pas trop. Eh bien, bon, zappez-le, oui, parce que ça ne tire jamais. Enfin, bon, même moi, je ne cherche pas à comprendre ce genre de choses. Hein. Je me dis, bon, ben voilà, ils veulent l'intervalle de fluctuation, je sais faire. Hein, je sais faire sans justement leur Fn égale xn sur n. Hein. Voilà, donc, Fn égale xn sur n, si vous voulez, c'était peut-être pour vous rappeler la formule que la fréquence c'est l'effectif divisé par l'effectif total, mais qu'est-ce que vous voulez c'est un peu du charabia, donc si c'est pour nous expliquer ça, c'est peut-être un peu mal fait, quoi. Hein, donc voilà. Hein, donc ne vous laissez pas impressionner par cette espèce de jargon. Ceux qui font des statistiques, enfin voilà, ils sont très jargonneux, ils sont très, enfin voilà, rigides avec des notations très bizarres. Enfin c'est, voilà. Hein, allez interroger un prof de maths à la fac généraliste sur ceux qui font des statistiques, il va vous dire qu'il n'aime pas ça, qu'il trouve les notations complètement nulles, etc. Donc si vous, déjà en terminale S, vous rentrez pas dans leur jeu, sachez qu'il n'y a pas que vous. Voilà. Hein. Donc vraiment, ne vous laissez pas impressionner. Ce serait dommage de perdre des points alors que ça n'est pas compliqué. Hein. Voilà. On va prendre un deuxième exemple, mais cette fois-ci ce sera un intervalle de confiance. Alors, on continue avec ce deuxième exemple particulièrement bizarre. Donc le sujet c'était Anti-Guyane, juin 2013, exercice 2, où il y avait une partie A extrêmement étrange, et après il y avait un intervalle de confiance à calculer. Bon, alors pourquoi j'ai choisi cet exercice? En fait, c'est le seul sujet où il était question d'intervalle de confiance. Hein. Donc tout calcul fait, les intervalles de fluctuation sont tombés 6 fois l'année dernière au bac S 2013, et intervalle de confiance une fois. Hein. Donc du coup, c'est quasiment tout le temps intervalle de fluctuation.
Mais là, l'intervalle de confiance, c'était vraiment très bizarre. Alors, je vous lis la partie A que j'ai résumée là en noir comme d'habitude dans mes vidéos, mais elle était formulée comme ceci. Soit n un entier naturel, tout va bien, p un nombre réel compris entre 0 et 1, d'accord, et xn une variable aléatoire suivant un loi binomial du paramètre n et p. Bon, très bien, on note fn égale xn sur n, et petit f est une valeur prise par fn. Bon, là, ça commence à devenir un peu pénible. On rappelle que pour n assez grand, l'intervalle p est moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, contient la fréquence f avec une probabilité au moins égale à 0,95. Bon, en déduire que l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, contient p avec une probabilité au moins égale à 0,95. Alors là, c'était un ovni, cette question. Je dois dire que ça m'arrive très rarement de sécher face à des problèmes de bac. Moi, je prépare des gens également, j'ai beaucoup d'élèves en terminale, mais j'ai aussi des élèves en prépa. Enfin, bon, peu importe, mais voilà, là j'ai séché. Donc la donnée c'est, on sait que la probabilité que f appartient à cet intervalle est supérieure ou égale à 0,95. On doit déduire que la probabilité que p appartienne à cet intervalle est supérieure à 0,95. En fait, c'était pas si compliqué que ça, mais si vous vous escrimez à essayer de comprendre les notations, le machin, le bidule, vous perdez votre temps parce que c'est pas du tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait partir de cet événement-là. Donc, sur ma copie, je mets partie A. F appartient, donc on part de ça, et on va voir. F appartient à P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que F est compris entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Donc j'ai un encadrement de F avec du P. Enfin, c'est pas P tout seul, mais j'ai un encadrement de F avec des formules avec du P. Eh bien, je dois essayer de trouver, ici, ce serait un encadrement de P avec du F. Donc j'ai un encadrement de F avec du P, et je dois essayer de déduire un encadrement de P avec du F. Donc il faudrait essayer d'échanger F et P. Eh bien, vous allez voir, on peut y arriver. Alors franchement, c'était quand même, enfin moi je ne connais pas un élève de S qui aurait pu répondre à cette question. Voilà, donc de toute façon, c'est sûr et certain que cette question a été totalement ratée, mais je vous montre. Bon, alors, eh bien, je vais déjà additionner 1 sur racine de n partout. Donc ça me fait P plus petit que F plus 1 sur racine de n, plus petit que P plus 2 sur racine de n, puisque j'ai ajouté 1 sur racine de n partout, là, là et là. Bon. Alors, et ensuite, ça me donne ceci. Déjà, P est plus petit que F plus 1 sur racine de n. Donc voilà, déjà P est plus petit que lui. Mais ensuite, ici, si le 2 sur racine de n, je le fais passer de l'autre côté, c'est-à-dire j'oublie totalement ce truc-là. Et là, le 2 sur racine de n, je le fais passer là. Eh bien, ça me donnera P supérieur à F plus 1 sur racine de n moins 2 sur racine de n. Et F plus 1 sur racine de n moins 2 sur racine de n, ça fait F moins 1 sur racine de n. Donc P est plus grand que F moins 1 sur racine de n. Eh ben voilà. Donc ça c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça. Et ça c'est équivalent à P appartient à F moins 1 sur racine de n, F plus 1 sur racine de n. Voilà, donc je suis parti dans l'encadrement de F avec du P, j'ai trouvé l'encadrement de P avec du F. Enfin, si vous voulez, ça c'est niveau prépa quoi en fait. Donc, là c'est ce que j'apprends à faire un peu, voilà, les élèves de prépa. Donc au bac, moi je veux bien, mais voilà, c'est sûr que
je ne connais pas les statistiques, mais il n'y en a pas 1 sur 100 qui l'a fait, celle-là. Hein, voilà. Donc, maintenant c'est terminé. Pourquoi? Eh bien, du coup, cet événement-là et cet événement-là, ce sont les mêmes, parce que si j'ai lui, j'ai lui, si j'ai lui, j'ai lui. Donc c'est les mêmes événements, donc ils ont exactement la même probabilité. Donc si la probabilité du premier est supérieure à 0,95, bah, la probabilité du deuxième sera également supérieure à 0,95, puisque c'est la même probabilité, puisque c'est le même événement, en définitive. Voilà. Mais ça, voilà. Donc, ne croyez surtout pas que vous allez tomber sur quelque chose comme ça. C'est impossible. Hein. Ça, c'est un exercice totalement exotique, c'est pas du tout typique de ce qui tombe. Alors, comme l'année dernière, les intervalles de confiance ne sont tombés qu'une fois, je me suis dit, bah, puisque c'est tombé qu'une fois, je vais faire le sujet où c'est tombé. Mais c'est pas du tout typique. Hein. Voilà, hein. J'ai pas eu le choix du sujet, s'il y en avait eu un autre, j'aurais pris l'autre. Mais j'ai pas du tout eu le choix. Donc voilà. Alors, après, on va passer à du beaucoup plus classique, et c'est ça que vous risquez d'avoir. Donc ça vous pouvez, à mon avis, l'oublier. Hein, voilà. Et on va passer au calcul de l'intervalle de confiance, qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc on passe à la partie B, question 2. C'est là qu'il y avait un intervalle de confiance, toujours, donc de Anti-Nguyen, juin 2013, exercice 2. Voilà, donc là c'était plus raisonnable, même s'il y avait également une bizarrerie. C'est-à-dire, en fait, on demandait 2 intervalles de confiance, donc l'un pour P, donc ce qui est normal, ce qui est la formule, et l'autre pour R, ce qui est une bizarrerie, voilà, une excentricité, là encore. Donc voilà. Alors je vous lis, donc j'ai résumé comme d'habitude l'énoncé, et puis j'ai mis cette formule, P de A égale 1/3 de 1 plus 2R, parce que, en fait, elle était donnée plus haut. Enfin, la première partie c'était d'abord un arbre, mais je ne vais pas faire l'arbre, puisque là c'est une vidéo sur l'intervalle de confiance. Enfin, il y avait cette formule qui sera utile dans la partie B, qui était donnée enfin, c'était aussi dans la partie B qu'il y avait cette formule, mais dans la première question qui portait sur des arbres, sur un arbre. Donc voilà. Donc, question 2. Pour estimer R, on interroge 400 personnes. Donc à ce stade, on se moque de savoir ce que c'est. Hein. On interroge 400 personnes, on note grand X à variable aléatoire comptant le nombre de bonnes réponses. On admettra qu'interroger au hasard 400 étudiants revient à effectuer un tirage avec remise de 400 étudiants dans l'ensemble de tous les étudiants. Petit a, donner la loi de X et ses paramètres N et P en fonction de R. Parfait. Alors dès que vous voyez des paramètres N et P, vous connaissez qu'une seule loi avec des paramètres N et P, c'est la loi binomiale. Donc c'est elle. Donc voilà. Alors, donc sur ma copie, je mets donc 2A. X suit la loi binomiale, ou suit une loi binomiale. On ne me demande pas de justifier, mais moi je dis toujours à mes élèves, de toute façon pour justifier que c'est la loi binomiale, regardez l'énoncé, il y a soit indépendant, soit avec remise. Donc voilà, si c'est indépendant, vous mettez que c'est binomial parce que c'est indépendant. Si vous voyez avec remise, vous mettez que c'est binomial parce que c'est avec remise. Vous vous emmerdez pas. Voilà. Donc X suit une loi binomiale parce qu'il s'agit d'un tirage avec remise. Je sais, c'est un peu frustrant d'écrire automatiquement sans bien comprendre. Ce serait plus intéressant de travailler sur le sens et sur le fond, mais manifestement, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai. Voilà. Alors les paramètres N et P, donc je mets N égale, P égale. On interroge 400 personnes, donc N vaut 400. Ok. Et P, alors. X, c'est le nombre de bonnes réponses. Et la bonne réponse, c'était précisé, c'était répondre la réponse A. Okay. Donc voilà, et c'est là qu'on utilise la formule. La probabilité de A, c'est un tiers de 1 plus 2R. Hein, parce que puisque X compte le nombre de réponses A, eh bien, le paramètre P, c'est la probabilité de succès, mais puisque X compte les réponses A, le succès, c'est répondre A. Donc P, qui est la probabilité de succès, c'est la probabilité de répondre A. Donc, c'est P de A. Donc, ça fait un tiers de 1 plus 2R.
Si vous voulez, moi je dis toujours à mes élèves, P c'est la probabilité de ce que compte X. X compte les A, donc P c'est la probabilité de A. Voilà. Donc, donner les paramètres N et P en fonction de R. Bon, ben, N c'est 400, ben, il n'est pas fonction de R. P c'est ça et c'est fonction de R. Bon, ben, c'est comme ça. Donc là, c'est terminé pour le petit A. Alors, et c'est le petit b, moi, qui m'intéresse, parce que c'est le petit b qui a un intervalle de confiance. Alors, petit b. Dans un premier sondage, on constate que 240 étudiants répondent A parmi les 400 interrogés. Donner un intervalle de confiance au seuil de 95% de l'estimation de P. En déduire un intervalle de confiance au seuil de 95% de R. Alors déjà, là, je stresse pour l'intervalle de confiance au seuil de 95% de R. Et je répète, c'est une question exotique, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous n'aurez certainement pas ça, que ce soit ni en France métropolitaine, ni même en Antilles-Guyane, puisque c'est tombé l'année dernière. Ça, à mon avis, ça ne retombera plus jamais, ce truc-là. Mais enfin, donner un intervalle de confiance au seuil de 95% d'estimation de P, alors ça, c'est la formule du cours. Donc, je mets IC égale à, et là, je mets la formule de cours qui est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Bien. Alors, il faut que je calcule f. Alors, donc f, c'est la fréquence observée. C'est la fréquence observée de quoi? Eh bien, c'est la fréquence observée de réponse A. Alors, on constate que 240 étudiants répondent A parmi les 400. Donc, la fréquence est effectif divisé par effectif total. Donc, effectif de A, 240, divisé par effectif total, 400. 240 sur 400. Donc là, je mets f égale 240 sur 400. Voilà. Donc, à chaque fois que j'utilise une formule de cours, moi, je la note en vert. Donc, je vous rappelle qu'une fréquence f, la formule, c'est effectif divisé par effectif total. C'est la formule que je viens d'utiliser pour trouver ce f-là, 240 sur 400. Alors, 240 divisé par 400, ça fait combien? Eh bien, ça fait 0,6. Du coup, bon ben voilà, le f je le remplace par 0,6, moins 1 sur racine de 400, 0,6 plus 1 sur racine de 400. Voilà, je calcule ça. Alors, racine de 400, ça tombe juste, ça fait 20. Hein. Donc voilà, donc si vous reconnaissez là que ça tombe juste, ça peut vous aider, ça facilite le calcul. Enfin bon, c'est pas grave, hein, sinon vous faites 0,6 moins 1 sur racine de 400, moi je fais 0,6 sur moins 1 sur, je fais 0,6 moins 1 sur 20, je vais y aller. 0,55. Et l'autre, je mets un plus, 0,6 plus 1 sur 20, 0,65. Donc 0,55, 0,65. Et voilà, j'ai mon intervalle de confiance. Parfait. Et donc, voilà, j'ai mon intervalle de confiance au seuil de 95%. Voilà, il est ici. Alors, par contre, je dois déduire l'intervalle de confiance au seuil de 95% de R. Bon. Eh bien, en fait, ça, c'est un intervalle de confiance pour petit p. C'est-à-dire que, en fait, P appartient à cet intervalle avec une probabilité de 95%. Enfin, c'est ce que dit Emmanuel. En fait, si vous regardez, si vous vous renseignez un peu plus, c'est pas ça. Parce que, enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, si on simplifie, c'est pas idiot de présenter les choses comme ça. Bon. Donc, P appartient à cet intervalle. Mais la question, c'est R, à quel intervalle il appartient. Bon, et ben, en fait, c'était pas très difficile, mais c'est dans la démarche, elle n'est pas naturelle. Si on, voilà. Donc là, je maintiens que cette question était perverse. Hein, l'intervalle de confiance pour R, c'était complètement. Enfin, je suis sûr que ça a été totalement raté. Donc en fait, on a P
égale 1 tiers de 1 plus 2R. Voilà. Donc, si P est encadré, moi je pars de... Voilà. Donc, on pense vraisemblablement que P est dans cet intervalle. Hein, et qu'il y a 84% de chances que P soit dans cet intervalle, même si c'est faux. Voilà. Donc, mais en fait, on part de là. Donc, on suppose que P est compris entre 0,55 et 0,65. Bien. Et alors, R, lui, si P est encadré par deux nombres, R il devrait être encadré par deux nombres. Ah oui. Donc, je pars d'ici. Bon, là, j'ai P en fonction de R. Mais si je veux encadrer R, il faut que j'exprime R en fonction de P. Hein. Il faut que j'inverse la formule. Donc, là, le 1 tiers, je fais passer de l'autre côté, donc ça fait 3P égale 1 plus 2R. Donc, le 1, je le fais passer de l'autre côté, donc ça fait 3P moins 1 égale 2R. Et enfin, je divise par 2. Donc, 3P moins 1 divisé par 2 égale R. Voilà. Parce que je pars d'un encadrement de P. Si je veux trouver un encadrement pour R, j'ai besoin d'exprimer R en fonction de P. Parce que maintenant que je sais que R, c'est 3P moins 1 divisé par 2, j'ai un encadrement de P, donc je vais déduire un encadrement de 3P moins 1, je diviserai par 2, je déduirai un encadrement de 3P moins 1 divisé par 2. Voilà. Donc je peux mettre que si P est entre ces deux nombres, 3P moins 1, donc là c'est deux calculs différents, hein, donc 3P moins 1 c'est compris entre 3 fois ça moins 1 et 3 fois ça moins 1. 3 fois 0,55, allez, on va faire ça à la calculette. 3 fois 0,55 moins 1, 0,65. Et 3 fois 0,65 moins 1, 0,95. Donc 3P moins 1 sur 2. Il est compris entre 0,65 sur 2, 0,325, et 0,95 divisé par 2, 0,475. Et voilà. Donc, ça c'est R. R, il est dans cet intervalle. Voilà. Donc, donc là, je conclus. L'intervalle de confiance pour R est 0,325, 0,475. D'accord? Parce que ça, c'est égal à R. Est-ce que j'ai de la place? Apparemment, non. Voilà. Mais tout ça, c'est R. Hein? Donc, il est entre 0,325 et 0,475. Alors, vous pouvez me dire, ah, mais c'est l'arnaque, ce truc, c'est quoi? Effectivement, c'est pas forcément dans les manuels. Enfin, de temps en temps, je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils donnent des exos un peu incompréhensibles, qui sont pas dans les clous, si vous voulez, qui sont pas de ce qu'on voit dans les manuels. Alors, il y a aussi des exercices qu'on voit dans les manuels qui ne sont pas feedback, mais là, cet exercice, l'intervalle de confiance pour R, c'était un peu n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire qu'après coup, vous vous dites, ah, c'était juste ça, en fait, voilà, on avait un encadrement pour P, on en déduisait un encadrement pour R. Si j'avais su, j'aurais su faire. Oui, et oui, mais en même temps, c'est normal que vous ne sachiez pas parce qu'on ne vous l'apprend pas. Alors, ça, c'est pas dans l'esprit du programme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà. Donc, l'esprit du programme, c'est un intervalle de confiance pour P. Donc là, c'est la formule. Bon, maintenant, retenez que si on vous demande un indice de confiance pour autre chose que P, voilà, hein, on part d'un encadrement pour P et on arrive à un encadrement pour autre chose que P. Hein, ça peut être 3P moins 1 divisé par 2, ça peut être 7P plus 40, voilà. Hein, la méthode sera toujours la même, c'est-à-dire qu'on fait en fait, on part d'un encadrement pour l'un, on déduit un encadrement pour l'autre. Et puis c'est tout.
comme on peut faire en seconde. Voilà. Donc, voilà. Donc, cet exercice, ce qui est vraiment typique, c'est jusqu'ici. La suite, en tout cas, je dis pas, enfin, oubliez-le si vous voulez, mais je ne pense pas que vous tombiez là-dessus. En tout cas, c'est leur programme. Et puis, en tout cas, ne vous dites pas, mais je ne saurais jamais faire, voilà, parce que vous allez plutôt tomber là-dessus. Hein, voilà. Hein. Donc, je maintiens que intervalle de fluctuation, intervalle de confiance, normalement, c'est facile. Simplement, anti-Guyane, parfois, ils ont des sujets complètement bizarres. C'est logique que je le dise. Et encore, là, c'est juin, mais en septembre aussi, ils ont des sujets bizarres. Regardez, si vous voulez, c'est bizarre. Donc, vous ne focalisez pas là-dessus, mais retenez éventuellement, hein, mais sans vous dire je suis foutu s'il y a ça, que de toute façon, si on vous demande un intervalle pour autre chose que P, on part d'un encadrement pour P et on arrive à un encadrement pour autre chose. Voilà. Après coup, vous devez vous dire c'était pas si difficile que ça. Enfin bon, je maintiens que vous n'aurez certainement pas l'encadrement pour R. Donc retenez le truc pour P.